On vous retrouve Constant Lemou et Corneille Norbert Kouassi pour la suite de Regards croisés. On parlait du Burkina Faso. Plus de 10 gendarmes tués dans une nouvelle attaque djihadiste. On était avec Corneille Norbert Kouassi. Oui, j'étais disant qu'il va falloir que les autorités africaines de l'Afrique de l'Ouest puissent discuter avec les autorités françaises, parce que nous ne connaissons que la France. La France est le parrain, la France est le pays qui donne les leçons de morale à nos pays. Je crois bien qu'il est temps que la France agisse. Parce que nous sommes fatigués des tueries. Parce que quand vous regardez les actes qui sont posés par la France, ça fait froid au dos. Mais les autorités françaises, avec tout ce qu'on dit sur les plateaux de télévision, à travers les pays africains, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ils n'agissent que chaque fois qu'on dit des choses qui vraiment touchent la France, ils vont commencer à agir par les chancelleries pour que nous puissions être suspendus sur les chaînes de télévision. Mais là n'est pas le problème. Si on vous accuse de quelque chose et que vous saviez que vous êtes innocent, vous allez prouver le contraire à la face du monde. Mais si ça ne se fait pas, que la France nous laisse totalement et que les armées de ces pays-là puissent combattre elles-mêmes pour que tout le monde entier puisse savoir réellement que nos armées ont tout le poids, c'est-à-dire que toute la force nécessaire pour combattre les djihadistes. Quand vous prenez les armées des pays africains, ouest-africains surtout, presque tous les conseillers militaires sont des Français. Ça veut dire que c'est une partie de l'armée française qui se trouve en Afrique de l'Ouest, dans tous les pays, sauf que la peau est noire. Eux, ils sont Vous voulez dire que c'est le cas de votre pays, la Côte d'Ivoire, par exemple? Le 43e BIMA est bien implanté en Côte d'Ivoire. J'ai dit bien implanté en Côte d'Ivoire. Il y a des régions même qui connaissent que notre armée nationale ne connaît pas. Là n'est pas le sujet aujourd'hui. Peut-être qu'un autre jour, on va parler du 43e BIMA. Alors, Constant Lemou, ce qu'il a dit est important, mais il y a encore des inquiétudes. Si la force locale n'arrive pas à déloger les djihadistes, la France, là, on l'accuse. C'est normal, parce qu'on la voit de connivence justement avec ces djihadistes, et compte tenu de ces carences sur le terrain, la force locale, elle seule, peut faire face à ces djihadistes, notamment au Burkina Faso, puisque nous parlons du pays des hommes intègres. Je voudrais dire pour l'ensemble de la sous-région ouest africaine, et pour les pays africains touchés par ces conflits, en réalité, les autorités et les penseurs africains, les leaders d'opinion, sont envoyés sur une fausse piste. Ils sont envoyés sur une fausse piste. Il faut lutter contre un phénomène qui est né, qui est une véritable hydre, puisqu'on ne sait pas quels sont les tenants et les aboutissants. On sent seulement des acteurs émerger. Mais lorsqu'on va un peu plus loin que ces acteurs directs, il faut voir les différentes collisions entre les puissances occidentales de l'Europe occidentale et ces organisations. Prenez seulement l'exemple de la déstabilisation de la Libye. C'est l'œuvre de la France et qui devrait répondre au positionnement des États-Unis en Irak. Qu'est-ce qu'on cherchait? Ce sont des zones, des espaces économiques. Il faut exploiter les ressources gratuitement. Avant la déstabilisation du Mali, avant le coup d'État de Sanogo, je veux parler de la déstabilisation de la Libye, le coup d'État de Sanogo au Mali, eh bien, même s'il y avait quelques djihadistes, ils étaient très vite contenus. Le Burkina, avec Blaise Compaoré, était aussi une zone sûre. Mais il a fallu sauter ces trois verrous pour que l'ensemble de la sous-région soit embrasé par le mouvement djihadiste. Dites-moi, au Conseil de sécurité, il est clair que les membres permanents
ont la responsabilité de la paix, de la sécurité dans leur zone d'influence. Quel est le rôle de la France en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones d'Afrique? Quel est son rôle? Et toute la zone soit embrasée par les mouvements djihadistes. C'est pourquoi je dis, les autorités et les leaders d'opinion des pays africains sont envoyés vers une fausse piste. En réalité, c'est une stratégie bien organisée, planifiée, financée, équipée pour rendre ingérable l'Afrique par les Africains au profit des économies occidentales, de l'Europe occidentale. C'est savamment planifié. Dites-moi, qu'est-ce que ça coûte à la France de fabriquer le papier CFA à Chamanières pour remettre au groupe djihadiste et en retour, on leur fournit des armes pour combattre efficacement les pouvoirs en place. En fait, la France peut apporter la solution. La France a la solution. La France a la solution, l'Union européenne a la solution, l'OTAN a la solution pour ramener la paix en Afrique. Et donc l'Afrique n'a pas la solution? L'Afrique n'a pas la solution. Lorsque vous avez votre maison et c'est quelqu'un d'autre qui décide de comment doit s'organiser la sécurité dans ta maison, alors tu n'es pas maisonnier, tu es un locataire ou à la rigueur, tu es un veilleur de nuit, à la rigueur. C'est ça la situation de l'Afrique et des pays francophones. Depuis les indépendances, eh bien, la question sécuritaire des différents pays a été confiée à l'ancienne métropole, la France. Mais qu'est-ce que la France a fait de ces différents pays? Aucun pays n'est en mesure d'assurer sa propre sécurité. Même les pouvoirs sont très vulnérables devant les groupuscules organisés armés. Ils tremblent. Alors, comment vous pouvez comprendre que pendant 60 ans, on vous confie la destinée d'une famille ou d'un pays et au bout de ces 60 ans, ces pays ne sont jamais en mesure de se défendre tout seuls, de se prendre en charge, ne sont capables de rien. Ils sont exactement comme au départ. Ils sont exactement comme on était en 1960. Mais je peux dire moins, parce que pendant les 60 ans, les richesses, les ressources de ces pays ont été bien exploitées par celui qui avait la charge d'accompagner ces pays vers l'émergence. Mais ces pays ont été conduits plutôt dans l'abîme. Mais attention, la fibre africaine est encore dans les veines des Africains. Et si les autorités actuelles acceptent prendre leurs responsabilités, eh bien, elles seront accompagnées par les populations et on va évoluer vers l'autodétermination. Nous allons prendre nos responsabilités. Allez, si vous le permettez, on va quitter Ouagadougou pour Lagos. Au Nigeria, le parti au pouvoir, l'APC, a choisi son candidat pour la présidentielle de 2023. Bola Tinubu, l'ancien gouverneur de Lagos, a remporté la primaire plutôt organisée dans la capitale Abuja avec 1271 voix sur les 2300 bulletins dépouillés dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 juin. Du côté de l'opposition, c'est Atiku Abubakar, l'ancien vice-président et lui aussi richissime homme d'affaires originaire du Nord, qui se présente pour la 6e fois en 30 ans. La question, elle est simple. Le Nigeria est-il bien rodé dans le jeu de l'alternance? La question est à vous, Corneille Norbert Kwasi. Bon, je crois bien que le géant ouest-africain n'est pas aussi rodé dans l'alternance, mais les politiciens nigériens font profil bas souvent. Parce qu'ils ont connu la guerre dans les années 70 avec la guerre du Biafra. Ouais. Donc quand c'est comme ça et que ceux qui dirigent le pays et même les opposants sont conscients de certaines choses, c'est-à-dire certains aléas qui peuvent plonger le peuple dans la torpeur, plonger le peuple dans le malheur, ils ne le font pas. Parce que quand vous voyez la dernière fois l'élection avec Goodluck, je dis non, celui qui est là, Buhari et Boubacar. Ouais. Parce que Boubacar faisait partie de l'APC avant de partir au PDP. Atiku Boubacar. Atiku Boubacar.
vous avez vu qu'il a contesté les résultats. Parce que pour lui, Boiry n'avait pas gagné les élections. Mais à un moment donné, il a eu raison garder. Il a compris que s'il veut trop pousser la balle, ça peut créer des émeutes dans le pays. Ça peut créer la guerre civile dans le pays. Il a préféré faire profil bas pour que le président Boiry soit élu président. Donc, je dis que les autorités nigérianes, c'est des gens qui sont beaucoup réfléchis par rapport à certains pays qui, pour un fauteuil présidentiel, peuvent plonger tout leur peuple dans la misère. Le Nigeria a une grande chance, c'est qu'ils ne sont pas dirigés et pilotés par la France. Là-bas, le Royaume-Uni ne s'immisce pas trop dans la politique intérieure des pays anglophones. Donc, ce qui fait qu'ils savent faire profil bas pour pouvoir donner la chance à n'importe quel politicien d'être à la tête du pays. C'est ce qui a fait qu'il y a cette alternance qu'on voit. C'est le même cas au Ghana. Ce n'est pas parce que les élections sont aussi démocratiques au Nigeria qu'au Ghana qu'il y a l'alternance. Mais c'est parce que les politiciens de ces pays-là ont vraiment... ils aiment beaucoup leur pays. Ils ne sont pas sous la pression des gens qui sont tapis dans l'ombre comme en Afrique de l'Ouest, ou même quand la personne n'a pas gagné, même quand la personne n'est pas aimée par son peuple, on le pousse à devenir président. C'est également le même cas au Sénégal. C'est le même cas. C'est pourquoi je parle de l'Afrique de l'Ouest et des pays francophones. Donc, ce qui fait que ils reviennent encore pour 2023, pour février 2023, pour les élections. Mais vous voyez que même dans les primaires, c'est avec un fair play total. Mais si vous voyez dans les pays francophones, même dans les primaires, il y a encore... Est-ce qu'on organise même les primaires? Bon, d'ailleurs, on n'organise pas de primaires. C'est-à-dire qu'on impose, il n'y a pas toujours de consensus. Mais quand vous regardez dans le fond, il n'y a jamais de consensus. C'est celui qui est piloté par le plus grand, le lion, le coq, l'Occident total. Parce que quand il dit l'Occident total, c'est celui-là même qui prend les décisions en Europe aussi, sans même tenir compte de ceux qui sont là, à part l'Angleterre et puis l'Allemagne. Sinon, tous les autres pays ne disent rien au grand coq. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, le Nigeria n'a pas ce problème-là. Ce qui fait qu'il y a une alternance. Alors, Constant Lemo, la dernière grande élection, c'était celle-là qui a porté l'actuel président Muhammadu Buhari au pouvoir. Et on se souvient, l'ancien président Goodluck Jonathan a reconnu même sa défaite. Le mot m'échappe même. Il avait averti les jeunes là, ces jeunes qui ont voulu manifester et troubler la paix des Nigérians. C'est également un signe d'alternance dans ce pays, ce grand d'Afrique. Oui, ce grand pays d'Afrique a eu la chance, ou du moins ça a tiré les leçons nécessaires de la guerre de Biafra, comme Corneille l'a dit. Et ceux qui ont eu la responsabilité de diriger ce pays, même s'il y a eu des coups d'État, ce n'étaient pas des coups d'État sanglants. Les anciens présidents ont été déposés sans être tués. C'est quand même différent des pays d'Afrique francophone où pratiquement les anciens présidents, à la suite des coups d'État, étaient éliminés. Concernant les élections, c'est vrai, le scénario est assez bien huilé au Nigeria comme dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Oui, récemment, il y a eu des primaires au sein des grands partis, ce qui n'interdit pas des candidatures des partis mineurs, mais on sait déjà que les poids lourds, ou du moins les points d'attention des élections, c'est justement ces deux grands partis qui s'affrontent. Vous voulez parler de l'APG et du PDP? Bien sûr, les deux grands partis.
ont désigné leur candidature à partir des primaires. Le vote a eu lieu. Bon, on a vu les images, ça c'est clair. L'APC plutôt. C'est l'APC. C'est l'APC. Ouais. C'est l'APC. Au-delà, nous avons effectivement constaté la succession par voie électorale des présidents, et Goodluck Jonathan avait donné le bel exemple de dissuader les jeunes qui étaient tentés de manifester contre la victoire de l'actuel président. C'est de la bonne guerre. C'est que ces dirigeants ont compris qu'en plus de Boko Haram, on n'avait pas besoin des conflits liés aux élections. Le pays n'en avait pas besoin. Ça, c'est clair. Maintenant que les deux grands candidats sont dégagés, quelles peuvent être leurs chances d'être élus? On peut dire que tous ont pratiquement les mêmes chances, étant tous musulmans, les deux. Et je rappelle que la fibre religieuse est très sensible dans les élections au Nigeria. Au Nigeria, 60% musulmans. Un peu moins de 60%, 40% environ chrétiens. Et à peu près 45,9% de chrétiens. Et vous allez voir qu'actuellement, les coulissiers des deux grands candidats sont soit musulmans ou chrétiens. Par exemple, l'ancien maire de la ville de Lagos, qui est musulman, alors que les candidats traditionnels de la ville de Lagos sont chrétiens, il est musulman, il cherche à avoir un coulissier chrétien, mais il se fait que parmi les militants chrétiens, les cadres du parti qui sont chrétiens, il y a moins de la poigne politique. Et il est obligé, il est tenté de choisir un coulissier musulman comme lui. Cela ne crée pas du tout de handicap face au candidat de l'opposition qui est musulman, qui a pratiquement identifié un coulissier chrétien. Mais attention, le candidat de l'opposition a déjà un triste record d'échecs à plusieurs élections. Il participe pour la 6e fois. Pour la 6e fois. Alors, il a l'expérience de l'échec, alors que le candidat au pouvoir a l'expérience d'être le bâtisseur de rois. Autrement dit, il part favori par rapport aux élections de 2023. Ça, c'est ma vision de la chose. Les élections au Nigeria ont toujours réservé quelques surprises. Tout est possible, mais aujourd'hui, il s'agit pour le candidat de l'opposition de savoir manager, parce qu'il n'a pas encore convaincu qu'il peut faire mieux que le président Buhari. Tous les deux candidats parlent de réforme. Ça veut dire qu'il y a nécessité de réforme. Il y a nécessité de combattre l'insécurité que constitue le mouvement Boko Haram. Oui, ça pouvait être, disons, une épine dans le pied du candidat au pouvoir, parce que son maître actuel n'a pas réussi à atteindre les objectifs de lutte contre la sécurité, mais il a encore toutes les chances de proposer de nouvelles mesures, étant considéré comme le parrain des Nigérians du point de vue de sa richesse, mais son caractère social, parce qu'il participe souvent aux œuvres caritatives et il n'a pas de distinction entre musulmans et chrétiens. Il accompagne tout le monde. Voilà les chances réunies autour du candidat du parti au pouvoir pour pouvoir s'en sortir mieux. Et il s'appelle Bola Tinubu. On l'avait déjà vu, Corneille Norbert Kwasi, c'est le faiseur de roi. Il est derrière l'élection de différents présidents là-bas au Nigeria. Il va faire l'affaire? Je crois bien que M. Tinubu va faire l'affaire, parce qu'en face de lui, M. Boubacar ne donne pas plus de moyens dans sa communication. Il ne permet pas aux Nigériens de le sentir, de le comprendre véritablement. Parce que il s'attaque beaucoup sur les méfaits du président Buhari.
Parce que le président Boari devrait combattre Boko Haram, surtout qu'il était militaire. Le président Boari ne l'a pas fait. Il a passé tout son temps à l'hôpital parce qu'il est beaucoup malade. Ça a dit que le premier mandat, il a passé tout son temps dans les autres pays pour se faire soigner. Ce qui a fait que Boko Haram a pris beaucoup le terrain. Et il y a la corruption qui a gangréné toute la classe politique au niveau de l'ACP. Et M. Tinubu, lui-même, il a des affaires qui sont en instance, que les gens n'ont pas parlé de ça, parce qu'ils sont encore au pouvoir. Mais le seul problème que l'opposition a, c'est que M. Boubacar ne donne pas beaucoup d'alternatives au peuple nigérien. Il peut avoir une alternance, mais je ne crois pas qu'il peut avoir une alternative. Or, c'est l'alternative qui est importante dans les pays, dans nos pays actuels. Sinon, M. Boubacar n'a fait que parler de ce qui est mauvais dans le camp de tout ce que M. Boari a fait. Mais il donne quoi aux Nigériens? Qu'est-ce qu'il dit aux Nigériens pour que les Nigériens puissent le voter? Il ne propose rien de concret. Il ne fait que dire ce que M. Boari a fait qui n'est pas bon. Ça dit que la corruption, et Boko Haram, l'insécurité totale dans la quasi-totalité du Nigeria, c'est un fait. Parce que M. Boari, étant militaire, il y a beaucoup de personnes qui ont compté sur lui. C'est d'ailleurs un ancien président. C'était sa promesse. C'était sa promesse, mais il ne l'a pas fait. Mais est-ce que ceux qui doivent aller voter vont tenir compte de cela? J'ai dit oui. C'est pourquoi on dit que au Nigeria, l'élection est très complexe. Les deux camps, les deux candidats ne sont pas exempts de reproches. Parce que M. Boubacar faisait partie de l'ACP, il est quitté de l'ACP pour aller au PDP, dans ce parti adverse. Mais ce monsieur-là aussi était un ancien douanier qui s'est reconverti dans l'export et l'import. Là-bas aussi, il y a eu des malversations. Est-ce que les Nigériens tiennent compte de tout ça? On ne sait pas, parce que nous ne fréquentons pas trop le Nigeria comme les autres pays francophones. Donc ce serait difficile pour les deux si les Nigériens tiennent compte des ajustements, des mauvais ajustements, de ces comportements qui ne sont pas bien pour un homme d'État. S'ils tiennent compte, ce serait difficile pour les deux. Mais s'ils ne tiennent pas compte, moi je crois bien que le candidat du parti au pouvoir a toutes les chances de passer. Parce que, comme on le dit, c'est un faiseur de roi. Donc aujourd'hui, là où il se trouve, il a même combattu. On a discuté de ça hier sur le plateau. Il a combattu avec certains membres de son parti, et pas les moindres. Il y a eu des ministres, il y a eu des sénateurs, il y a eu des anciens maires qu'il a combattu. Il a eu 1235 voix sur 2300. Oui. C'est déjà pas mauvais. C'est énorme. Donc, il a beaucoup de chances de battre l'autre candidat parce que Atiku Boubacar venait de leur parti et il est parti de l'autre côté. Ça veut dire qu'il a déjà pactisé avec eux. Ils le connaissent très bien. Ils connaissent ses points faibles. Je crois bien qu'on a encore 9 mois. Vous allez voir certains dossiers sur les deux candidats qui pourront aller à la défaveur du candidat de l'opposition. Atiku Boubacar, qui vient justement, on l'a dit, de l'APC, contrairement à ce que Norbert Kouassi dit, il peut aussi avoir quelques voix au sein justement du parti au pouvoir, l'APC. Bien sûr, il a la chance d'avoir beaucoup de voix dans la mesure où dans le sud, la dominance de l'APC. Oui, l'APC, le parti au pouvoir. Bien sûr, il y a une grande manœuvre des chrétiens parmi lesquels il a choisi le coulissier. Seulement, il y a beaucoup d'autres paramètres. Ouais. Il y a beaucoup d'autres paramètres, les musulmans étant majoritaires et que
le parti au pouvoir, le candidat du parti au pouvoir étant musulman et un policier musulman, il part favori en marge de sa propre popularité. C'est très important. Je disais bien, le candidat de l'opposition a Aboubakar, bien sûr, Atikou Aboubakar, a un triste record d'échecs, ce qui n'est pas tellement à son avantage, surtout qu'il vient d'un grand parti. Il peut être considéré comme un traître en marge de ces faiblesses qui sont déjà connues dans son parti de départ. Ce n'est pas pour l'avantage de sa campagne. Ça peut être vite ressorti. Mais les deux candidats, je suis d'accord avec M. Kwasi. Je suis parfaitement d'accord, qui traînent des casseroles. Sauf que, malheureusement, les pays africains, les électeurs en Afrique ne tiennent pas compte de la moralité des candidats. Les deux sont richissimes. Oui, nous sommes d'accord. Mais richissimes dans un pays très pauvre. Très pauvre. Si plus de la moitié des Nigériens n'ont pas $1 par jour, et on nous parle de richissimes, je dis, c'est des pauvres. Ça crée Parce qu'ils n'ont pas compris que leur richesse ne devrait avoir de sens que si cette richesse participe à l'épanouissement de la population. À partir du moment où ils ont saigné la population pour être riches, cette richesse n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Malheureusement, c'est cette richesse qui leur permet d'accéder au pouvoir. Mais personne ne fera mieux que l'autre. Parce que aujourd'hui, on peut dire le président sortant n'a pas réussi à tenir ses promesses de lutter contre le Boko Haram. Mais le Boko Haram n'est pas né sous l'actuel président. Mais c'était sa promesse. C'était sa promesse. Balayer même la maison. Très bien. Mais c'est au lendemain de son élection que des filles collégiennes ont été enlevées sous le nez des forces de l'ordre et de sécurité. Ce qui signifie que tous les dirigeants, ou du moins tous les grands acteurs politiques du Nigeria, savent qu'aucun candidat pris seul ne peut venir à bout de ce mouvement qu'on appelle le Boko Haram. Il y a nécessité que tous ces acteurs, du sommet de leur empire économique, qu'ils participent à la lutte contre l'ennemi commun, l'insécurité et le Boko Haram. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on vous retrouve, chers invités, pour la suite de Regard Croisé.